Bonjour à toutes et à tous, bonjour Rafa. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans Flexitérien, le podcast qui parle de personnes qui ont traversé des situations difficiles, mais qui ont su en faire une force pour eux et pour la société. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours d'une personne incroyable qui a su changer radicalement sa vie en l'espace de 3 ans. Elle était consultante en marketing et stratégie dans l'industrie bancaire. Elle s'est découvert une passion pour l'océan. Elle est tombée amoureuse de l'apnée et des requins, au point d'en faire son nouveau métier. Elle est jeune, elle est pétillante, elle a une vraie force de caractère, elle a traversé des moments difficiles, mais elle a su se relever. On vous laisse découvrir l'improbable parcours d'Anne-Sophie Moreau. Excellente écoute. Nous allons d'abord donc directement rentrer dans le vif du sujet en parlant de ton parcours très inspirant, les défis que tu as pu rencontrer et comment tu as trouvé des solutions qui ont participé à ta reconstruction. En l'espace de 3 ans, tu as un parcours très très inspirant. Néanmoins, c'est un événement douloureux qui t'emmène en Australie en 2019. Peux-tu nous en dire plus ? Je vais commencer par c'est l'année 2016 en fait. Tout a commencé en 2016, tout se passait très bien, je vivais à Paris. Et puis 2016, j'ai 26 ans à peine. Et ça commence par le décès de ma grand-mère en janvier 2016. Et 3 mois plus tard, on apprend que mon père a un cancer. C'est très dur et un enchaînement d'événements. 2 jours après, en fait, j'allais au travail, ma mère m'appelle et me dit papy est décédé. Donc en fait, c'est un enchaînement d'événements. Tu te dis waouh. Du coup, on est à l'enterrement de mon papy et en fait, tu penses à une chose, t'espères que tu n'iras pas à celui de ton papa. Et en fait, quelques mois plus tard, si, parce que voilà, la maladie l'a emporté en novembre 2016. Et donc là, voilà, c'est tout qui bascule. Beaucoup de questionnements, c'est très dur. Et puis j'ai dû faire un très gros travail sur moi, de l'accompagnement avec un psychiatre pour faire face à ce choc. Et ce travail, finalement, m'amène à me poser beaucoup de questions et à me dire, en fait, pourquoi pas, pour m'aider, pour me recentrer, voilà, il fallait vraiment que je prenne du temps pour moi, parce que ça a été très dur, et là, je fais la version courte. Mais finalement, en mi-2018, voilà, j'avais toujours eu envie de partir, et en fait, c'était le moment pour me recentrer, pour essayer de trouver aussi qui j'étais, peut-être, parce que j'étais aussi perdue, vraiment. Et puis voilà, on décide de partir avec ma copine. On part à 12 mois. Donc, mon manager de l'époque me dit pas de soucis, tu pars en congé sans solde. Donc ça a été aussi une très bel accompagnement de ce côté-là, qui aide à partir en confiance. Et puis voilà, 12 mois de côté Australie, île du Pacifique, et pour essayer de me retrouver. Je ne savais pas ce que j'allais trouver, et finalement j'ai trouvé ma passion pour l'océan. Et dans une période un peu spéciale, plus âgée, puisqu'en Australie, c'était la période des grands incendies notamment. Oui, on arrive en Australie, forte sécheresse. Forte sécheresse, déjà, les lacs asséchés. Après, on voyage aussi dans d'autres endroits et on voit en fait l'impact des activités humaines, donc le blanchissement des coraux, les sécheresses, les feux à la fin. Donc à la fin du voyage, c'est un peu l'apothéose, on va dire. Les fortes sécheresses, plus associées au vent d'Australie, font qu'il y a des tornades de feu qui sont très compliquées à arrêter. Et en fait, ça fait un déclic mixé à voilà, ce mi-2019, où je mets la première fois la tête sous l'eau, baptême de plongée. Et en fait, c'est tout de suite un déclic. C'est genre vraiment, j'avais jamais ressenti ça après
après le décès de mon père, je mets la tête sous l'eau et en fait c'est un but de bien-être et d'apaisement et en fait c'était waouh. Et à la fois il a un mélange de non seulement c'est une sensation de bien-être, mais en même temps je découvre un autre monde. Un autre monde sous-marin qui est juste incroyable et en fait ça fait C'était quelque chose pour lequel tu étais déjà attiré. Comment c'est né en fait cette volonté de découvrir la plongée et l'apnée notamment? Par hasard. Par hasard. En fait, on a été amené à voyager, donc voilà, en Australie, des villes du Pacifique, Hawaï, Polynésie, on savait pas du tout. Moi, je savais pas que j'allais plonger. Ouais. C'est juste qu'on a rencontré beaucoup de personnes qui nous ont dit si vous allez en Polynésie, plonger. Parce qu'on était dans un atoll où il y avait beaucoup de 500 cœurs de requins à la Polynésie, il faut le savoir, et donc du coup, ils ont dit plonger absolument. Donc du coup, on va faire un baptême de plongée, et puis ouais. En fait, j'ai toujours aimé l'océan, la mer, et puis on aime tout ça. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a en dessous. Le sentiment de te retrouver finalement dans ton élément. Sans le savoir. Ouais, sans le savoir, parce que même avant, j'avais peur si je ne voyais pas les pieds dans l'eau. Donc en fait, c'est vraiment, on a peur de ce qu'on ne connaît pas et on connaît très peu l'océan, on sait que c'est beau. Le bruit des vagues, c'est apaisant, ça nous fait du bien. Mais mettre la tête sous l'eau et voir vraiment ce qu'il y a dessous, ça change tout. Et bien ça a tout changé. Je me suis dit, pourquoi je l'ai fait ça avant? Mais finalement, je l'ai découvert à un moment où j'en avais 2 ans. Et après, au fur et à mesure, j'ai beaucoup plongé. On a continué, moi j'ai passé mes niveaux sur la grande mer de corail, on a travaillé sur un bateau pour plonger énormément, niveau 1, niveau 2. Après, je me suis mis aussi à l'apnée de moi-même, mais il y a cette connexion à l'océan qui s'est développée et moi qui m'a aidé à me reconnecter en fait. Et après, en rentrant, à la fin, je me suis dit petit à petit, au fur et à mesure que la fin du voyage approchait, parce que il fallait que je rentre en novembre en France, novembre 2019 à l'époque, et je me suis dit, j'ai envie en rentrant de m'engager en fait, parce que ça a tout changé, j'ai eu un déclic et je peux pas rentrer en France et faire comme si de rien n'était. Donc ce déclic finalement il est venu suite à des observations que tu as fait à la fois sur Terre et sous l'eau comme tu dis, c'est ça qui t'a poussé à te dire il faut que j'agisse en rentrant. Et du coup qu'est-ce qui se passe quand tu arrives en France concrètement? Qu'est-ce qui te pousse à passer finalement de observatrice à actrice face au changement climatique? Déjà pendant toute l'année, au fur et à mesure, on a rencontré énormément de personnes, des associations. En fait, on a fait des ramassages de déchets, beaucoup d'assauts locales qu'on rencontrait et on échangeait beaucoup sur les actions à faire, comment on peut faire pour aider en fait à protéger l'océan. Et donc du coup, en rentrant, moi, je savais que je voulais m'engager dans la conservation des récifs coralliens. Parce que j'avais rencontré une association en Polynésie, la grande mer de corail, on connaît tous les projets, que c'est important, les coraux abritent énormément de biodiversité dans le monde, donc c'est un des piliers clés des écosystèmes marins pour garder l'océan en bonne santé. Et donc depuis l'étranger, j'ai été renseignée et j'avais vu qu'il y avait une asso en France, Coral Guardian, une asso française qui œuvre en Indonésie et maintenant dans le sud de l'Espagne pour protéger les coraux. Et donc je me suis dit, mes compétences, je fais du conseil en marketing, stratégie, qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer de mettre mes compétences au service de Coral Guardian parce que les assos forcément ont besoin de financement pour continuer leurs actions sur le terrain. Donc ça se passe notamment par des dons soit de particuliers ou d'entreprises. J'ai fait ma petite lettre de motivation. Et comme on sait qu'ils sont très très occupés, j'avais pas eu forcément eu de retour, mais j'ai pas lâché. Et il y avait le salon de la plongée en début 2020. Ils avaient un stand. Je me dis ok super, je les rencontre et ça a tout de suite matché. Ils ont dit désolé, on avait vu ton email, il était vraiment trop bien, mais en fait on était sous l'eau. Et puis en fait ça a tout de suite matché. Et donc en fait, 2020... Tu as su les relancer au bon moment pour qu'ils se rappellent de toi. Ouais, exactement. Et puis quand on échange aussi en personne, ça passe mieux aussi. Et puis c'est vrai que le monde associatif, ils ont tellement de choses à gérer que j'imagine qu'il y a aussi
autre candidature, enfin, je sais pas, mais du coup, voilà, le fait de les rencontrer au salon, ça se passe très bien. Et voilà, et toute cette année 2020, notamment en plus 3 mois après, il y a le Covid qui arrive. Et finalement, j'ai pris un peu comme une opportunité parce qu'on avait beaucoup de temps. Moi, je connaissais pas grand-chose au milieu de la conservation marine, des coraux, donc je me suis beaucoup formée sur ça, aussi sur le montage vidéo, sur beaucoup de choses qui me permettaient d'encore mieux les aider. Et finalement, on a revu toute la stratégie de branding des réseaux sociaux pour créer une sorte d'avoir des communications encore plus impactantes. Et ça a très, très bien marché. En 2020 et ensuite fin 2020. J'avais aussi, je peux parler des requins, mais en 2019, quand j'ai fait la plongée, c'est là où j'ai vu mes premiers requins en Polynésie. Et ça a été un autre déclic. J'avais toujours eu cette fascination et cette peur des requins parce qu'on a tous vu les dents de la mer. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont plus peur de nous qu'autre chose. Donc, du coup, ça a été un vrai déclic de mieux comprendre cet animal qui est le plus incompris. Hein. Et donc, plus beaucoup interagir avec au fur et à mesure des plongées que je faisais. Et ensuite, fin 2020, je découvre. Et finalement, tu es allé plus loin que simplement les découvrir. Tu es allé aussi. À la rencontre. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Puis quand on est accepté par un prédateur comme ça, on est chez eux. Donc en fait, une fois qu'ils nous acceptent, c'est juste incroyable. C'est des moments magnifiques. Et fin 2020, je découvre sur les réseaux sociaux que l'Europe est un acteur majeur du commerce d'ailes de requin. Je me dis quoi? Là, tu repenses à ta première rencontre, à cette admiration pour ce univers. Et c'est vrai que j'avais envie de m'engager aussi dans la conservation des requins. Je ne savais pas comment. Et du coup, je me dis, ça, il y a quelque chose à faire. Et en fait, c'était une initiative citoyenne européenne qui essayait de mettre fin au commerce d'ailes de requins en Europe. D'accord. Et donc, du coup, je me dis, go, je vais m'engager. C'était chercher des bénévoles, donc il y a un onboarding avec l'équipe centrale qui est en Allemagne. Enfin, voilà, il y a des petites équipes un peu dans toute l'Europe. Et moi, j'essaie de mettre en lien avec les gens en France. À l'époque, il n'y a pas énormément de choses qui sont mises en place. Et donc, du coup, l'idée, c'est pareil, remettre mes compétences pour le service de cette cause. Et voilà, de créer un peu la stratégie sur les réseaux. Là, l'enjeu, l'objectif, c'était collecter des votes. Et ça a finalement très bien marché. Oui, il fallait collecter 1 million de signatures à l'échelle de l'Union européenne, dans différents pays. Et il y avait des quotas par pays, un nombre de votes minimum à collecter par pays. Et voilà, et en France, on l'a atteint, on l'a dépassé. Et même, on a réussi à avoir plus quasiment 1,2 million de votes en janvier 2022. Donc là, on parle de Stop Fining Europe, Stop Fining, Stop the Trade. Qui est un mouvement qui réunit plusieurs ONG, une centaine d'ONG. Donc toi, Anne-Sophie, tu crées la filiale ou la voix française de ce mouvement-là pour participer à l'effort d'aller récolter les 1 million de... Oui, c'est ça. Donc c'est soutenu par des centaines d'ONG. En France, énormément aussi d'ONG sociales. Et puis c'est de créer un peu une sorte de synergie pour comment faire pour porter... cette voix, cette cause, faire connaître aussi, parce que personne ne le pense. Et en fait, l'idée, c'est de créer de l'awareness, de sensibiliser les gens à ça, et puis de récolter un maximum de voix, et puis on y arrive. Donc en fait, c'est juste incroyable. Et c'était très compliqué dans la période de Covid. Donc en fait, on a vu aussi le côté hyper positif, c'est le pouvoir des réseaux sociaux à ce moment-là. En fait. C'est vrai que c'est un parcours assez incroyable en l'espace de quelques années. Alors nous, ce qu'on aime aussi, c'est essayer de revenir un peu sur ces moments clés en fait, qui ont déclenché tout ça. Avec le recul et ce que tu as vécu, de quelle manière en fait le décès de ton papa a influencé et a pu avoir un impact sur tes décisions? Comment est-ce que tu analyses ça un peu sérieux? En fait, ça a tout changé parce que en fait, comment dire, cette question est pas facile. En fait, quand on perd un proche, surtout, ça change tout. En fait, moi, j'étais vraiment perdue. J'avais vraiment une réelle déconnexion entre le
corps et l'esprit. Hein. Je sais que dans la vie de tous les jours, tes potes te parlent, etc. T'écoutes, en fait, t'es pas là. Tu penses à cette peine, cette douleur qui moi, j'avais jamais connue. Enfin, et du coup, tu sais pas quoi faire. Tu sais même pas. Un jour, tu vas arriver à plus avoir ce sentiment. Et du coup, moi, en plus, j'ai vu mon père partir. Donc, en fait, moi, ce premier problème que j'ai eu, c'était j'avais des flashs. Et ça, c'était très compliqué. Donc, au bout de 2-3 mois, je me suis dit, bon, c'est pas possible, il faut que je me fasse accompagner parce que c'était le trauma qui était encore là. Donc, du coup, je me dis, j'ai besoin d'aide extérieure. Et puis, la famille, etc. Enfin, tu peux pas y arriver, ils veulent aider, etc. Mais c'est très compliqué. Donc, du coup, j'ai trouvé un très, très bon psy. On a beaucoup travaillé sur ça, sur l'acceptation. Parce que c'était un moment très douloureux qu'il fallait que j'accepte et pas le fuir ou essayer de le mettre de côté. Hein. Donc, du coup, il y a eu cette phase de travail d'acceptation. Même s'il y avait évidemment de la colère, de l'incompréhension, de l'injustice, beaucoup de travail sur la gestion des émotions. Mais c'était d'abord le trauma, le pourquoi, et c'est ensuite de me trouver. Donc, il y a eu cette phase de travail d'acceptation, de gestion de toutes ces émotions associées qui sont nouvelles, que moi, j'avais pas. Parfois, t'es en colère et en fait, non, c'est la douleur, enfin, c'est la peine. Donc, en fait, c'est un mélange Finalement, comment reconnaître et identifier chaque émotion et comment pouvoir finalement la gérer comme il se doit. Parce qu'on a tendance à se laisser submerger par une émotion en particulier parce que c'est celle qu'on a appris à gérer, mais pas accepter et gérer les autres. Ouais. En plus, parfois, tu ressens une émotion, mais qui est sous-jacente, qui vient d'un autre. Donc, en fait, c'est vraiment apprendre à se connaître, en fait. Ça a été beaucoup ça. J'ai trouvé une nouvelle partie de moi en 2019. En plus, cet engagement aussi, ça a développé. Moi, je vois totalement. Hein, il y a l'ancienne Anne-Sophie, avant 2016-2019. Il y a après, en fait. Il y a eu aussi cette phase. Ton entourage aussi a perçu ce changement? Oui. Ouais. Oui, totalement, parce que tu te transformes en fait. Et après, on est aussi fait pour évoluer, pour changer, mais c'est dur aussi de dire au revoir à l'ancienne partie de toi. Mais ça, c'est que récemment que je l'ai compris aussi. Parce que toutes les questions que vous posez, ça amène à se poser encore plus de questions et à se comprendre. Et en fait, c'est là où du coup, l'apnée, je vais en parler, parce que l'apnée, au début, je le voyais comme un sport. Moi, j'ai beaucoup me dépasser, en fait. Les sports sur parachute, etc. J'étais beaucoup attirée par ce genre de sport. Et l'apnée, voilà, il y a un peu les profondeurs. C'est un nouveau sport et en plus, c'est contagieux. Donc, moi, j'avais envie de me mettre là-dedans. Alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es passé de la plongée sous-marine à l'apnée, que tu appelles aujourd'hui un pilier de reconstruction personnelle pour toi? Comment ce passage s'est fait, justement, avant de pouvoir... En 2019, du coup, on plonge beaucoup, mais parce que on va dans des endroits où on peut faire ce qu'on appelle du snorkeling, donc masque tuba, mais tu as envie d'aller plus profond. Forcément, on va voir ce qu'il y a 10, 15 mètres, et en plus, je fais des rencontres qui me mettent à discuter avec des apnéistes. Et donc, ils partagent leur technique de ce qu'on appelle de compensation pour pouvoir égaliser. Donc, moi, je les avais déjà un peu parce qu'avec la plongée, on apprend. Effectivement. Avec l'apnée, c'est un peu différent, il faut adapter, mais globalement, tu as quand même les bases. Donc, du coup, voilà, je comprends plus comment le corps fonctionne, donc je me mets un peu à apprendre moi-même comment faire de l'apnée. Et en 2020, on est un peu bloqué. Chez nous, donc je suis un peu des masterclass en ligne avec des apnéistes, donc pareil, ils me forment un peu, et en 2021, là, j'ai mon premier cours d'apnée. Et là, c'est encore un autre waouh, parce que la plongée, ça me permettait au début de vraiment se concentrer sur le moment présent. Et là, tu entends ta respiration, tu vois des animaux, enfin, c'est incroyable. T'as déjà cette sensation d'apaisement. Mais plus je plongeais, plus il y avait toujours des petites pensées qui pouvaient un peu venir par-ci par-là, soit ce que tu devais faire, enfin voilà. Et avec l'apnée, pas du tout. L'apnée, t'es concentré sur toi, sur tes sensations, sur la pleine conscience, et c'est le moment présent à l'état pur. Et en fait, c'est ça où, avant de plonger, donc tu te prépares,
T'as des respirations très lentes, très profondes, t'es vraiment concentré sur ces sensations, et ensuite quand tu descends le long d'un câble, le long d'une ligne, et là, c'est juste toi, les sensations et la ligne. Et en fait, c'est pareil, j'avais jamais ressenti ça parce que c'est l'unique moment où vraiment tu penses à rien d'autre sauf à toi, ce que tu ressens. Et donc en fait, c'est un moment où on dit que c'est un voyage intérieur, et c'est vrai. Mais ça, je l'ai encore compris après. Il y a eu plusieurs étapes. Au début, tu penses, je vais aller à 15 mètres. T'as un objectif un peu de profondeur. Toujours dans la recherche, d'aller plus loin. Mais en fait, pas du tout. Mais il faut apprendre après parce que on a eu tous un peu, voilà, j'ai envie d'aller à 15 mètres, 20 mètres, etc. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, si tu penses quel objectif, ça fonctionne pas. L'apnée, ce qui est hyper puissant, c'est qu'en fait, si tu veux descendre, t'es obligé d'être relâché. Donc en fait, c'est un travail de relâchement extrême, et qu'en fait, que moi j'ai compris en fait réellement ce que c'était que le relâchement quand j'ai fait de l'apnée et quand j'ai dû travailler pour aller un peu plus dans des profondeurs. Donc, du coup, vraiment le relâchement du corps, les sensations, l'acceptation de la pression de l'eau sur le corps, et donc en fait, c'est là où tu lâches prise en fait. Et en fait, c'est vraiment l'opposé de ce qui se passe sur Terre. Sur Terre, on est tout le temps dans la puissance, la performance, on est dans le rush, tout va très vite. Et l'apnée, ça nous oblige à ralentir. Et donc en fait, ça c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, de ralentir pour se trouver, pour prendre le temps de penser à nous, de se concentrer sur nous, nos sensations, et d'être relâché en fait. Et on est dans l'efficience. On fait mieux, on fait pareil, mais avec moins. C'est très intéressant ce que tu dis, Anne-Sophie, notamment sur la première partie, sur le fait que on est dans le moment présent. Donc je fais le lien avec ce que tu disais avant en évoquant l'impact du décès de ton papa, sur le fait que tu étais là mais pas vraiment là. Donc ce que j'en comprends en tout cas, c'est que c'est en plus de te permettre d'atteindre un niveau de lâcher prise, c'est aussi ce qui va te permettre de reconnecter avec toi-même et de savoir finalement comment retrouver cette sensation du ici et maintenant, et d'être concentré dans le moment présent que tu avais visiblement perdu. Oui, c'est exactement ça. J'étais déconnectée, et en fait ça m'a reconnecté vraiment avec moi, mes sensations, et puis à chaque fois qu'on plonge, on apprend sur nous en fait. Là maintenant, l'apnée, je vois ça comme vraiment un outil pour savoir où j'en suis. Parce qu'on a tous des choses à gérer, des sensations on a tous pas de stress ou d'anxiété, mais voilà, en fait, on a tous ces sensations, et du coup, l'apnée, ça aide vraiment à revenir dans le moment présent. Pour moi, c'est aussi la méditation active. Moi, j'avais du mal à méditer. La méditation, j'arrivais pas. Il y a toujours je pense à rien, alors, c'est dire. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à méditer, et en fait, l'apnée, c'est une sorte de méditation active. Elle concentre sur toi, et en fait, c'est ça, c'est ultra puissant. Et la connexion à l'eau. Et alors, sur un moment aussi, d'un point de vue professionnel, tu passes le cap, tu quittes ton job dans une situation un peu difficile. Est-ce que tu peux nous en parler Alors, je ne le dis pas comme ça. Il y a quand même un grand cheminement. Encore, donc fin 2019, je reviens à mon poste où j'étais, conseil. Voilà, et le conseil, j'adorais, c'est stimulant intellectuellement. L'équipe était vraiment très bienveillante. Voilà, mais au bout d'un moment, un an après, donc je fais le bénévolat et plus le métier de conseil en même temps. Et mon ancien manager m'annonce qu'il quitte le cabinet, et il me demande de partir avec lui. Donc pas comme ça, mais voilà, je me dis, moi j'étais restée pour lui, et donc maintenant je me dis, bon, je vais le suivre, parce qu'on s'entend bien, qu'on est comme ça, mais à ce moment-là, je me pose quand même des questions. Est-ce que j'ai envie de continuer, ou est-ce que j'arrête et j'essaie de faire autre chose? Mais en fait, je pense que j'étais pas prête. Parce que ça se mûrit quand même, c'est pas facile aussi de quitter comme ça, donc du coup je continue, je vais dans le nouveau cabinet, donc ça c'est 2021, je continue le bénévolat en même temps, etc. Et en fait fin 2021 c'est très compliqué parce que je ressens un énorme manque d'alignement. Entre ce que je fais tous les jours, ce qu'on me demande de faire, le métier
conseils stratégiques, etc., qui est intéressant, mais c'est pas ça qui me donne envie de me lever le matin. Et en plus, mon fin d'année 2021, donc là, gros questionnement, parce que je me rappelle, ça aussi c'était un autre déclic, des managers de mon cabinet. Si elle écoute ce podcast, peut-être qu'elle se reconnaîtra. Nous demande de nous faire faire des tests managériaux, on a des questionnaires à remplir, etc., pour avoir des résultats. Et il y a une partie. C'était à l'occasion d'un passage de grade, j'imagine. C'était même à l'entrée du cabinet. D'accord. Okay. C'était quelque chose, on n'était pas obligé de le faire, mais voilà, je le fais. Et il y a une partie sur le bonheur. Il y a des jauges. Est-ce qu'on est au-dessus, il y a énormément de critères, est-ce qu'on est au-dessus, en dessous de la moyenne, etc. Il y a beaucoup de jauges dans les entreprises. Ouais, et du coup, sur la partie bonheur, sur ces critères-là, j'étais en dessous de la moyenne. Et en fait, du coup, c'est écrit noir sur blanc, et en fait, ça fait bizarre parce que tu te dis, je suis moins heureuse que la moyenne. Et là, en fait, ça m'a fait tilt. Et en fait, j'étais pas retournée voir mon psy depuis le retour du voyage parce que je pensais que ça allait mieux. J'avais vu, c'est vrai, ça allait mieux par rapport à mon père. Il y avait encore beaucoup de choses à gérer, mais ça allait mieux de ce côté-là. Mais en fait, tu te dis en fait non, il y a toujours des choses à creuser. Donc du coup, je me dis bon, ok, là, je sens que je vais avoir besoin d'aide. Il me faisait énormément il me faisait avancer en fait. Et du coup, là, je me dis bon, je suis coincée, mon avis, donc je vais retourner voir pour qu'il me donne des clés pour m'aider à avancer. Et après, c'est ce qu'il a fait. Et donc, en l'espace de 2-3 mois, pris la décision, voilà, mais c'est difficile parce qu'en fait, il pose des questions qui me mettent dans un total inconfort, en fait. Donc, c'est des choses forcément qu'on n'a pas envie de. Parfois, on se dit non, en fait, j'ai pas envie de penser à ça parce que c'est. Et c'est pas évident. Mais alors qu'en fait, il a poussière sur le tapis, on soulève et on passe à l'aspirateur. Ça, sinon, on a le choix de refaire, de faire comme si tout allait bien. Mais en fait, non. Parce qu'au bout d'un moment, tu as une expression intéressante, tu parles de coach de vie, finalement, pour. Coach, oui. Life coach. Oui, parce que déjà, c'est un peu tabou aussi, un psy. Alors que moi, je suis convaincue que tout le monde devrait en avoir un. Et pas attendre que ça n'aille pas bien, parce que une fois qu'on trouve aussi le bon, parce que c'est important de trouver la personne qui nous correspond aussi, avec qui on échange et qu'on soit dans la confiance, mais ça aide énormément à développer des choses. C'est un travail sur soi, il pose des questions, mais il y a des clés de lecture pour aider à avancer en fait, et du coup aller et sortir de cette zone où en fait, il faut passer par un peu cette zone de se poser des questions qui sont pas évidentes, mais pour avancer. Et là, c'est ce qui se passe. Et du coup, je me pose des questions sur qu'est-ce que je veux. Il y a beaucoup de réflexions sur les valeurs. Sur les valeurs, qu'est-ce que c'est quoi un peu ma journée idéale. Enfin, beaucoup de petits exercices pratiques aussi. Mais surtout l'exercice sur les valeurs est très intéressant pour rattacher en fait, en essayant de se laisser guider par ça. Qu'est-ce que je veux en fait, et c'est pas évident parce qu'on fait pas souvent ce travail d'introspection. C'est un vrai travail d'introspection. En plus, en parallèle, je m'inscris à une formation avec des entrepreneurs pour avoir une sorte de communauté et un soutien. Parce que c'est important le côté collectif, la communauté pour être dans l'action en fait. Parce que l'action entraîne l'action. Et du coup, donc c'est vraiment ça. Donc en l'espace de quelques mois, il y a des sortes de déclics qui s'enchaînent. Et donc je sais que avec le cabinet dans lequel je travaille à l'époque, j'ai une deadline de rebranding. Donc je sais que c'est juin 2022. Donc c'est un ancien cabinet qui rechange de nom commercial et qui a toute une stratégie de rebranding de laquelle tu es en charge. Et tu étais committed, tu étais engagée pour la finalité. Oui, exactement. Oui, parce que j'ai envie d'aller au bout des choses, et puis même c'était quand même hyper intéressant, et que avec l'équipe on s'entendait hyper bien, donc ça je savais que je voulais aller jusqu'au bout de ça, mais après je ne me revoyais pas revenir dans des missions, des conseils, enfin vraiment. Là, quand à l'époque où j'ai travaillé avec mon life coach, il y a des matins où j'ai la boule au ventre, je me revois en y repensant.
Je pleurais quand même à l'époque du cabinet. Du cabinet de conseil. Donc en fait, à l'époque, je suis tellement dans le travail, etc. C'est encore y repensant, enfin, plus tard, où je me dis, oui, quand même, c'était compliqué. Là, j'en parle vraiment avec, je pense, un peu facilité, mais à l'époque, c'est vraiment facile. Donc finalement, les symptômes qui t'ont amené à arriver à la conclusion que tu étais en burn-out et qu'il fallait faire quelque chose, ce que tu évoques, du mal à se lever le matin, la boule au ventre, est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui t'ont fait tilt à ce moment-là? Oui, il y a la fatigue. Donc j'avais aussi à l'époque donc physique et mentale, émotionnelle. Physique, ça se matérialisait par des mal de dos. Mal de dos, je me suis mis à grincer des dents. Grincer des dents, ça me réveille la nuit. Donc ça, c'est un autre signe, j'avais mal à la mâchoire, donc ça, beaucoup d'anxiété. Émotionnel, ouais, irritabilité, boulot. Sentiment aussi de pas être efficace du tout, parce que parfois je bloquais sur des choses très simples. Donc je me suis dit, mais je suis devenue bête. Donc beaucoup de... Ouais. Et ça peut paraître un peu contradictoire, parce que pour te connaître et pour avoir préparé cet épisode, tu parles quand même avec beaucoup de tendresse de ton ancien cabinet, de ton ancien chef que tu as suivi finalement d'un cabinet vers un autre, alors que souvent on lie un burn-out, on a tendance à le lier avec un problème managérial, avec tu qualifies le travail que tu faisais d'intéressant, mais tu perds un intérêt malgré que tu confirmes que c'est intéressant. Donc un autre lieu de lien avec un burn-out, souvent on a tendance à se dire le travail est inintéressant. Sauf que dans ton cas, finalement, ce qu'on entend, c'est pas du tout ça. Que penses-tu, comment tu peux réagir à ça? Oui, il y a vraiment plein de raisons. Et en fait, il y a aussi une des raisons majeures, pour moi ça l'était, c'était en fait une crise identitaire. Parce que tu te rends compte que tu deviens un peu schizophrène. On te demande de faire des choses, mais finalement, c'est plus aligné avec tes valeurs. Donc du coup, t'as envie de te rendre utile, de mettre tes compétences. Tu sais que tu as des compétences et en fait, t'as envie de les mettre au service de causes. Moi, c'était vraiment de mettre au service de causes plus grandes que moi. Et pas... Mais leur plus grand truc, les clients, vraiment, ça se passait très bien. Il y avait une très bonne ambiance. Donc ça n'avait vraiment rien à voir. C'était vraiment plus ce manque de sens. En fait, ce manque de sens, trouver une utilité, moi, me rendre utile et faire quelque chose qui me fait vibrer aussi. Parce que avec mon père, j'ai appris que la vie est trop courte. En fait, la vie est trop courte et on ne peut pas attendre. On va se lever le matin et avec la boule au ventre pour faire quelque chose où on a envie de vivre et de faire des choses qui font avancer. Après, pour le cas, c'était la protection de l'océan, évidemment. Ça peut être plein de choses pour d'autres personnes, mais c'est vraiment retrouver son sens et être aligné avec... Finalement, ton fil conducteur à toi, c'était que tu as spoté qu'il y avait un problème de désalignement au niveau des valeurs et comment rétablir un alignement parfait entre ce que tu es, ce que tu aimes faire, ce qui te motive et ce que tu fais finalement. Donc, tes valeurs, aligner tes valeurs à tes actions. C'est ça, mais c'était... Je sais vraiment, il y a une crise de savoir qui je suis, en fait. Et il faut se poser la question, se trouver son why aussi. Pour ça, c'est cette phase d'introspection, ce pourquoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et évidemment, c'est un cheminement constant, hein, mais c'est juste au moins travailler là-dessus. Et puis petit à petit, je ne sais pas où je vais, parce que c'est aussi, il n'y a pas d'objectif fixe, mais c'est au moins faire des choses qui vont dans ce sens-là. Donc après, là, quand j'ai pris la décision de partir, parce que j'en pouvais plus vraiment, et c'était très dur de le dire à Rémi, mon manager de l'époque, parce que j'avais pas envie de le décevoir, ou voilà. Et c'était ça la plus dure, c'était vraiment parce que il était temps, je pense aussi à moi, il l'a compris, encore une fois, c'était génial, si j'écoute ce podcast. Mais du coup, voilà, quand j'ai quitté, quand j'ai pris la décision de partir, je savais pas ce que je voulais faire réellement, mais je me suis dit, je vais trouver un chemin. J'avais confiance, et c'est ça aussi qu'il faut, enfin moi après, avec ce que j'ai vécu aussi, c'est que j'ai appris que quoi qu'il arrive, on va trouver et ça va aller mieux, en fait. Et c'est cette confiance aussi qui a fait qu'après, il y a plein d'opportunités qui se sont dessinées, on va dire, parce que je savais que je voulais passer mon niveau 3 d'apnée.
Donc c'est le niveau juste avant l'instructorat. Et donc là où il faut aller à 40 mètres, etc. Donc là j'ai été faire ça à Tenerife. Tenerife, pourquoi? Parce que aussi je suis très amie maintenant avec Stéphane Toureau, qui est vice-champion du monde d'apnée et qui m'a beaucoup aidé dans l'apnée, dans la découverte de ce sport, de cette discipline. Et du coup, je me suis entraînée avec lui, avec son centre. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment fait une nouvelle phase atteint une nouvelle phase de relâchement grâce à l'apnée, grâce à ce niveau-là, parce qu'il fallait aller à plus de 40 mètres. Et donc là, tu as vraiment besoin de faire un travail sur toi. Et puis après, en échangeant avec Stéphane, il m'a proposé de partir avec lui sur un projet pour faire sa sécurité. Parce que quand on plonge en apnée, on a besoin d'avoir un apnée de sécurité. Et donc là, je suis partie avec lui le mois qui a suivi. Donc en fait, c'est un enchaînement d'opportunités comme ça. Et parce que j'ai fait le choix de prendre le risque, je sais pas, c'est un risque, et au moins j'avais pas de regrets. Et c'était plus ça, c'était au moins je l'ai essayé, je sais pas ce que ça va donner quand j'ai quitté, mais au moins je l'aurais fait, et on verra. Et en fait, finalement, ça m'a amené à ça, plus après, l'initiative continue avec l'initiative pour... Juste avant d'arriver à l'initiative, ce que je trouve super intéressant dans ton parcours, c'est ce que tu disais avant, l'action amène à l'action. Donc finalement, une fois que tu l'as dit aussi, définis ton why, t'as démarré sans vraiment savoir par où. Et une action t'a amené à l'autre. Et finalement, ce que je trouve fascinant, c'est que sans vraiment le savoir, tu étais déjà en train de préparer ton réseau pour ta reconversion avant même de la décider, quelque part. Et derrière, ça a donné lieu à un enchaînement d'opportunités. Et justement, ça nous amène à l'opportunité Stop Finding. Je crois que Guillaume, tu avais une question là-dessus. Oui, en fait, dans ton parcours, et tu le mentionnes très bien, c'est une suite de rencontres qui ont fait que tu as réussi à avancer. Et beaucoup d'entre nous, en tout cas ceux qui se posent des questions pour se réaligner par rapport à leurs valeurs, se disent mais j'ai pas accès au réseau dont j'aurais besoin pour pouvoir justement faire ces démarches-là. Et toi, tu as réussi justement à mobiliser du monde, à trouver les gens, notamment pour Stop Finding EU, où vous avez réussi à mobiliser des centaines de milliers de personnes en l'espace de quelques mois. Comment tu as fait ces rencontres? Comment tu as su mobiliser les gens justement autour de cette démarche-là? En fait, ça a été, on va dire, c'était soutenu par énormément d'associations. Donc en fait, c'était aussi comment rassembler ces associations, comment créer un nouveau message. Donc voilà, il fallait créer, évidemment, on s'appuyait beaucoup sur les réseaux sociaux. Surtout à l'époque où il y avait le Covid, donc c'était ça, de créer de l'engagement, les partages, etc., des stratégies aussi avec des influenceurs, des créateurs de contenu sur les réseaux pour créer des partenariats et faire grossir l'audience et l'accessibilité du message. Et puis également, ce qui a été aussi un déclencheur très positif, c'est qu'en 2021, donc quelques mois après avoir créé ce compte sur Instagram notamment, le réalisateur de l'émission Sur le front d'Hugo Clément me contacte et me dit voilà, on va faire un sujet sur la protection des requins, on veut parler de l'initiative. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et je dis ok, bon top, génial. Donc c'est là où du coup j'entre en contact avec des politiques, des députés européens, et qu'on va organiser à Bruxelles en mai 2021 un petit happening, ce qui fait en face du Parlement européen, où on va rassembler des gens, faire venir des députés, faire session un peu interview, etc., pour que l'équipe de tournage vienne et des images ensuite pour intégrer dans leur documentaire. Et en fait, ça a donné énormément de visibilité. Aussi parce que Hugo Clément, c'est un journaliste engagé, suivi par plus d'1 million de personnes, donc ça a donné un gros projecteur sur l'initiative, beaucoup de crédibilité. C'est comme ça ensuite qu'on a pu continuer à mobiliser encore plus. Et puis en fait, c'est un enchaînement on a dupliqué cette stratégie beaucoup de partage de best practice entre pays, parce que du coup à l'époque chaque pays a sa petite équipe de bénévoles. Donc on partage nous entre pays et puis ensuite dernière ligne droite, tout a basculé en un mois, dans le mois en fait la dernière ligne droite, où en fait encore une fois on voit le pouvoir des réseaux sociaux, 1, 2, 3 influenceurs suivis par des milliers de personnes qui partagent, et là en 24 heures on prend 400 000 votes. Donc en fait ça montre aussi que jusqu'au bout, il y a beaucoup de gens, au début, quand j'ai commencé, personne n'y croyait.
Et en fait, ça montre que jusqu'au bout, faut y croire, parce qu'en fait, tout peut basculer. Et qu'aussi, ça montre que en fait, ensemble, et aussi, ce qui est très positif, c'est qu'en fait, on pense souvent que tout seul, on peut pas faire grand-chose. Mais qu'en fait, pas du tout. Un vote, nous, c'était une voix, chaque voix compte. On devait récolter 1 million de votes. Donc, en fait, chaque voix comptait. Et en fait, c'est là où en fait, si on se met à partager, si on se met à... c'est vraiment ça. En fait, on peut y arriver et tous ensemble à changer les choses. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, on est en train de discuter avec des députés, des commissaires européens pour ça. Et en fait, ça donne énormément d'espoir. On ne sait pas si on va y arriver, mais en tout cas, on fait tout pour. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, ça a donné énormément de visibilité à ce problème, parce que c'est un vrai problème. L'Union européenne est acteur majeur du commerce d'ailerons, fournit presque la moitié des ailerons qu'on retrouve en Asie. Personne ne le sait, enfin, maintenant un peu plus de personnes le savent, mais du coup, il faut une solution à ça. Et donc, du coup, là, au moins, on discute, on échange beaucoup avec des députés qui ne sont pas aussi conscients du problème. Et donc, parce qu'il y a aussi le problème du lobby de la pêche, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, quelle que soit l'issue finalement de ce que va décider l'Union européenne, vous aurez fait avancer la cause et vous aurez étendu le message à beaucoup de personnes. Donc, ça reste évidemment extrêmement positif. Après, ce ne sera pas fini. La Commission européenne va rendre sa décision en juillet, mais ce ne sera pas fini quoi qu'il arrive, parce que ça va être mai, ça va être mai, ou ça va être, on va devoir creuser plus, mais quoi qu'il arrive, on va continuer, parce qu'il y a un manque énorme de protection des requins, alors que c'est une espèce pilier aussi pour le maintien des océans de bonne santé. Alors, je vais juste revenir sur une phrase que tu viens de dire. Seul, on ne peut pas faire grand-chose, mais en partageant, on peut avancer. Moi, je fais partie des premières personnes, je pense, à qui tu en as parlé de l'initiative. Je ne sais pas si tu te rappelles, à l'occasion d'un pot de départ. Et j'étais là, mais ça a l'air fou. Par contre, à aucun moment, je ne me suis dit, elle ne va pas y arriver, parce que j'ai vu une lueur de détermination dans tes yeux, dans ta façon d'en parler, qui a fait que je me suis dit, elle va y arriver. Et c'est ça que j'aimerais que nos auditeurs écoutent, c'est qu'avec une détermination et en impliquant les autres autour de soi, oui, mais enfin, devant toi, moi c'est toi qui m'a porté le message, et dans la façon dont tu le portais, dont tu en parlais, on pouvait sentir que tu allais y arriver. En tout cas, moi, je l'ai senti. Donc, avec de la détermination, en se faisant bien entourer, en suivant le fil, en étant aligné, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses qui dépassent ce qu'on pense pouvoir faire finalement. Oui, je pense. Ouais, c'est totalement ça. On pense que oui, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose, et finalement, si on se donne, tu vois, c'est si on croit aussi en une cause. Alors, moi, c'était l'océan parce que après mon père, ça a été un lien très particulier, mais il y a énormément de choses sur lesquelles on peut agir. Et oui, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer que l'on peut changer les choses. Du coup, ça nous fait une belle transition sur notre partie qui va suivre. Donc aujourd'hui, avec tout ce chemin que tu as parcouru, tous ces défis que tu as dû relever, toute cette transition qui est finalement improbable, passer de consultante en marketing et en stratégie et en branding vers défenseur des océans et des requins, apnéiste, coach en respiration, et on va revenir là-dessus 2 minutes après. Quel conseil tu donnerais finalement aux personnes qui se sentent aujourd'hui déconnectées, comme toi tu l'as été, de leur travail, ou qui manquent de sens dans leur vie de manière générale? Quel conseil tu leur donnerais? C'est un peu le travail que j'ai dû faire, je pense, c'est apprendre à se connaître. Prendre le temps de savoir, de faire ce travail d'introspection, trouver son pourquoi, essayer de creuser. En fait, c'est vraiment apprendre à se connaître. C'est ça, parce que du coup, s'il y a une sorte de déconnexion, en fait, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose de plus profond à aller chercher. Et donc, du coup, il ne faut pas hésiter à aller là-dedans, savoir mieux comprendre qui on est pour ensuite
aller vers des choses qui nous parlent plus, faire travailler des valeurs. Pas hésiter aussi, si on est un peu bloqué à certains moments, pas hésiter à se faire accompagner. Ça peut être un coach, des amis, une communauté, en fait, aussi, tout simplement. Finalement, on est très entouré sans forcément le savoir. Ouais, exactement. Et puis aussi de l'aide, une communauté extérieure, mais des gens aussi qu'on connaît moins, mais avec qui on va échanger sur des choses, des gens qui vont nous motiver à passer à l'action. Et c'est vraiment ce passage à l'action aussi qui est important. Parce que si on a des doutes, c'est normal, parfois on peut être un peu... on peut faire croire qu'on fait face à un mur et du coup qu'on va pas y arriver, ou voilà, et en fait non, c'est vraiment juste... je dirais c'est garder confiance aussi. Et puis passer à l'action, se motiver, faire ce travail de savoir qui on est. Cette introspection, c'est vraiment important, prendre le temps. Pas être tout le temps dans le rush, c'est vraiment ralentir, prendre le temps de savoir qui on est, puis prendre le temps aussi. On sort un peu de cette course tout le temps. Sans arrêt. Perpétuel, c'est vrai, hein, mais c'est compliqué parce qu'on est sursollicité tout le temps, sur les réseaux, socialement. Donc en fait, c'est dur, mais il faut s'extraire un peu de ça et prendre le temps de se poser les bonnes questions, même si c'est pas facile. Évidemment, c'est pas facile, c'est dur. Mais une fois qu'on fait ce travail un peu sur soi, et ben en fait, ça peut amener qu'à des bonnes choses et ça peut faire peur aussi parce que ça amène forcément à devoir faire des choix qui sont pas confortables. Mais c'est au moment où on a peur qu'en fait, il faut encore plus y aller parce que ça veut dire que c'est bon signe, en fait. Et après, autre chose qui m'a beaucoup aidé, que je fais le parallèle avec l'apnée, c'est visualiser. Visualiser, c'est quoi ma journée idéale, par exemple? Moi, je sais que quand j'ai fait ce travail-là, c'était, j'ai envie de me lever le matin, de pouvoir aller marcher près de la mer, ensuite de revenir et de travailler un peu pour aider des assos, des requins, faire ce que je peux. Et en fait, visualiser, ça m'aidait à me projeter et du coup à donner confiance, être dans l'action aussi. Et c'est pour ça que maintenant, maintenant j'habite à 10 minutes de la mer. Parce qu'en fait, ça m'a aidé en fait à rendre les choses concrètes et c'est un vrai... ça fixe un vrai cap, un vrai objectif, quoi. Ça aide à rendre les choses accessibles et possibles, en fait. Il faut se dire en fait que c'est possible et qu'on peut, en prenant des chemins, se créer la vie qu'on veut. Et en fait aussi, c'est ça, j'ai écouté pas mal de podcasts et je sais plus qui avait dit on va pas attendre que c'est pas la vie qui va pas nous tomber dessus, en fait, faut aller la chercher. Pour aller chercher ce qu'on veut, parce qu'il y a personne qui va nous donner ce qu'on veut, en fait. C'est à nous de nous bouger et de faire cet effort et d'y arriver, parce qu'en fait on est possible de tout. Et on s'adapte, on est possible de tout, même quand on croit qu'on va pas y arriver, que c'est très dur, qu'on est déprimé. En fait, non, au bout d'un moment, ça va aller mieux. Il faut sortir, il faut faire juste ce travail et pas hésiter surtout à se faire aider par la communauté, si life coach, je sais pas, mais en fait, juste avoir confiance. Parce que ça arrive. Donc la visualisation, c'est vrai que c'est une vraie technique que moi-même j'utilise énormément. Avoir un cap, c'est quelque chose qui permet d'avoir une stabilité dans le présent tout en ayant un objectif vers là où on se dirige. Ceci dit, j'aime à dire que avoir une vision, ça va aussi avec avoir une vision qui soit un objectif atteignable et réalisable finalement. Et ce que j'aime bien en écoutant ton parcours, Anne-Sophie, c'est que on voit bien comment tu as réussi à mettre tes compétences et tes passions au service de cette vision, de cette image idéale que tu souhaites, à laquelle tu aspires et que tu souhaites atteindre. Donc, comment tu as réussi à faire ça? Et si tu devais conseiller nos auditeurs et nos auditrices qui peut-être se disent, moi aussi je veux y aller à cette belle image que je souhaite construire, mais je ne sais pas comment je peux faire le lien avec ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce que je voudrais pouvoir faire. Et cette image-là, quel conseil tu donnerais à ces personnes-là par rapport à ton expérience? Et si tu veux bien nous expliquer un peu aussi comment tu continues à le faire, parce qu'on a parlé de l'apnée, mais une apnée qui devient une passion, tu continues à en extraire quelque chose qui peut devenir aussi une sorte de levier de travail finalement.
Oui, du coup, moi, ce qui m'a beaucoup, forcément, quand je suis rentrée fin 2019 et que je me suis dit, bon, j'ai envie de mettre mes compétences au service de cause, enfin, je ne savais même pas que je voulais être en reconversion, encore. Mais en fait, pour ceux qui ont cet objectif de reconversion, je pense que pas hésiter à, par exemple, le bénévolat, en tout cas, aider les associations, ça aide à créer un réseau au-delà de s'engager dans une cause qui nous tient à cœur. Parce qu'il y en a énormément, ça se crée aussi un réseau, c'est aussi une expérience humaine en fait, qui nous amène à rencontrer des gens et qui peuvent en fait contribuer à plus tard nous créer des opportunités. Il y a Stéphane Toureau par exemple, je l'ai rencontré au début 2020 grâce à Coral Garden, parce qu'en fait j'ai rencontré énormément grâce aux requins, grâce au Coral Garden, énormément de personnes. Et sans ces causes, j'aurais jamais osé aller leur parler en fait. Et du coup, c'est vrai qu'au-delà de l'engagement qui me tenait énormément à cœur, ça m'a ouvert à énormément de personnes incroyables, à un nouveau réseau qui se crée petit à petit. En fait, c'est des sortes de petites briques où moi j'aime bien parler de la vie comme un puzzle. En fait, c'est des pièces, t'as énormément de pièces et puis après tout d'un coup tout se met en place. C'est de les rassembler. Ouais, c'est de les rassembler et du coup c'est ça qui est hyper qui permet de se rendre compte que chaque personne que tu vas rencontrer au cours de ta vie, si tu es ouvert, en fait elle peut te créer des opportunités et aussi en fonction de des intérêts de chacun. Je pense que tout le monde peut trouver ces moyens pour faire le lien avec tous des intérêts, peut-être pas forcément des passions, mais des centres d'intérêt au moins, faire des liens, essayer d'aller vers des personnes, parce qu'on a souvent peur de se prendre un nom, d'être chier, mais en fait au pire c'est pas grave. Exactement. Et puis finalement c'est très très rare. Oui, on a plus souvent des très bonnes surprises. Réellement. Moi, du coup, j'ai parlé avec énormément de personnes sur les réseaux aussi. Parce qu'il y en a qui sont peut-être pas forcément aussi à l'aise d'aller voir des personnes en face. Mais en fait, pas hésiter sur les réseaux. On parle souvent des réseaux sociaux, du danger des réseaux sociaux. Et moi, je les vois comme une opportunité énorme. Surtout quand on l'utilise de manière active et pas passive à scroller comme ça. La puissance, c'est énorme. J'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes, d'activistes, d'apnéistes, de personnes engagées dans tout le monde entier pour partager des choses à travers les réseaux. Maintenant, j'en rencontre dans le monde entier parce qu'on se crée des liens et en fait, c'est juste être ouvert. Et puis, dès qu'on est ouvert, qu'on commence à dire oui, on évacue les portes s'ouvrent. Oui, et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc finalement, c'est oser aller vers les autres et croire en la puissance du lien humain, quelque part. Que ce soit des gens qu'on connaît en explorant notre réseau existant, que ce soit des gens qu'on ne connaît pas en ayant le courage finalement d'aller taper à des portes qu'on pense sans lointaines, mais finalement si proches grâce notamment aux réseaux sociaux et d'autres canaux. Ouais, des causes, s'engager dans des causes. Ouais. Du coup, selon toi, quel est le rôle des entreprises et des gouvernements pour... Vaste sujet pour une demi. Exactement. Pour contribuer à la promotion finalement de la durabilité et la protection des environnements. Quelle est ta vision là-dessus ? Je pense qu'il ne faut pas trop attendre le gouvernement. Je pense que vous parlez des entreprises, oui, elles ont un très gros rôle à jouer, fondamental même, parce que aujourd'hui, il y a énormément de manières de montrer qu'une entreprise est engagée, ou en tout cas dans ce sens, soit par la manière dont elle engage ses salariés, à travers d'activités de cible, ça peut être du mécénat de compétences, reverser le pourcentage du chiffre d'affaires à des associations. Ça peut être aussi par exemple, quelque chose qu'on a entendu parler récemment, la manière et qui permet aussi de revoir la manière dont notre rapport au temps, c'est permettre aux salariés d'avoir un peu plus de jours de congé s'ils décident de ne pas prendre l'avion. Donc en fait, parce que c'est des incentives aussi, du coup, parce qu'il y a beaucoup de salariés. On va permettre ce genre d'initiative où on laisse le temps justement aux salariés de s'organiser. Et parce qu'il y a énormément de salariés, c'est normal, on n'a pas, si on parle de jours de congé, t'as envie de peut-être voyager, mais du coup c'est le rang de l'entreprise d'encourager
et de faire poser aussi les bonnes questions, bah non, en fait, j'ai eu le temps, donc en fait, je vais pas prendre l'avion. En fait, c'est un rôle aussi de l'entreprise d'encourager, en fait. C'est pas juste de dire, bon, bah, j'ai pu mettre des bouteilles en plastique dans la salle de réunion. En fait, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, c'est pas du tout suffisant. Il faut aller plus loin. Et en fait, avec ce genre d'initiative, ça va encourager d'autres entreprises aussi à le faire. Si on a une qui le fait, ça va poser des questions, ça fait parler. Et en fait, c'est communiquer. Ouais, on a communiqué pour encourager les autres. Mais c'est hyper important et on voit aussi des entreprises comme Welcome to Jungle, on voit qu'il y a un vrai lien entre le bien-être au travail, la question de la planète, hein, et c'est hyper important d'en être conscient. Et les entreprises ont un très beau rôle à jouer là-dedans avec les salariés. Et finalement, c'est peut-être ça aussi qui va permettre aux salariés de se dire que ce qu'ils font là, dans cette entreprise-là, en tout cas, est plus en lien avec leurs valeurs et ce qu'ils ont envie, et l'engagement qu'ils ont envie d'avoir. Et ça permet aussi, je pense, d'attirer de nouveaux candidats. Parce qu'il y a des candidats qui ne vont pas aller travailler dans une entreprise qui se fiche totalement du climat ou quoi que ce soit. Il y a aussi, moi je parlais du monde du conseil, mais c'est qui on choisit de travailler aussi. Parce que on peut aussi choisir de ne pas vouloir travailler avec telle ou telle entreprise parce qu'elle n'est pas engagée, parce qu'on n'est pas aligné. En fait, c'est aussi d'être moi, mes valeurs en tant qu'entreprise ou en tant qu'entrepreneur, TPE, PME sont celles-ci. Donc je vais chercher des clients qui me ressemblent. Parce que du coup, c'est aussi pour insuffler le changement et c'est important aujourd'hui, ça doit venir du monde du business aussi. On ne peut pas attendre les gouvernements parce qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant du tout. Hein. On pas là pour parler politique, mais c'est clairement pas suffisant. Et moi, je le vois d'autant plus là au sein du Parlement, de la Commission, il y a de vrais enjeux, et notamment avec. Bon, on va pas rentrer dans le monde des lobbies. Il y a des très bons lobbyistes. Et d'autres, voilà, un peu moins, mais du coup, c'est un vrai sujet. Et du coup, les citoyens, nous, on a un rôle à jouer là-dessus. Les gouvernements, évidemment, mais là, c'est pas du tout suffisant, ils sont pas à la hauteur. Et après, les entreprises. Et là, les entreprises ont un vrai rôle à jouer parce que c'est elles qui font tourner aussi et qu'elles font changer les choses clairement. En vrai. Et que leur base, c'est quand même leurs salariés, qu'aujourd'hui, on sait que c'est un vrai enjeu d'attirer et de retenir ces talents par rapport à justement à des questions d'engagement qui deviennent de plus en plus un vrai critère de choix de son employeur quand une personne finalement accepte un travail ou accepte de rester dans un travail. Du coup, pour revenir sur l'individu, sur le citoyen, chacun d'entre nous, à ton avis, comment est-ce qu'on peut s'engager individuellement dans cette cause de la protection de l'environnement? Beaucoup de manières. Déjà, je dirais la première chose, ça va être pas que, c'est soutenir les associations. Beaucoup d'associations qui y œuvrent. Donc en fait, c'est aussi trouver des assos qui nous correspondent parce qu'il y a chaque association a une manière différente pour œuvrer. Ça peut être soit par l'action sur le terrain, soit un peu plus l'action en politique, soit sur la sensibilisation des enfants. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de manières de trouver une asso qui nous ressemble, donc on soutient. Et puis ensuite, soit ça peut être de s'engager dans l'action ou bien financièrement, faire un don. Ça c'est hyper important. C'est vraiment, on voit bien les associations ont besoin de financement pour agir et donc du coup ça c'est déjà une première chose. Après. Individuellement, ça va être pour l'océan, par exemple, le très gros problème, c'est la surpêche. Donc du coup, évidemment, si on peut pas arrêter de manger de poisson, ça va être de voir la source. Pour choisir des pêches artisanales, soutenir ça et pas la pêche industrielle qui va favoriser la disparition d'espèces, etc. Donc plutôt vraiment être conscient de ces problèmes-là, hein. C'est vraiment important. Et puis ensuite, par exemple, si on est sur la plage ou quoi que ce soit, ou même dans les villes, ça va être ramasser les petits plastiques par terre, acheter des mégots, ça me rend les mégots par terre, c'est hallucinant, mais du coup tout ce qui finit par terre finit dans la mer. Hein. Donc même en ville, moi je vois beaucoup de gens qui jettent les mégots
vélo dans la rue, Par exemple, alors qu'il y a une poubelle à côté. Par exemple, leur dire. Exactement. Leur dire en fait, parce que moi ça m'est déjà arrivé, parce qu'en fait c'est un réflexe aujourd'hui. Ils s'en rendent même pas compte. Hein. Alors que si on leur dit, et après, moi ça m'est déjà arrivé de le dire une fois à une fille qui avait l'air très sympa, et je lui ai dit gentiment, et c'est vrai, elle a dit ah ouais, j'avoue, c'est vrai. Et après elle l'a ramassé, et hop. Et donc peut-être qu'en fait, tu vois, ça suffit de le dire avec bienveillance, parce qu'on n'est pas là pour voilà, se tirer dans les pattes, etc. C'est juste qu'en fait, bienveillance, les gens comprennent, leur expliquer, et puis avec des petits gestes comme ça, c'est vraiment la bienveillance qui est important, parce que du coup, c'est pas en martelant, enfin le message un peu négatif et dur qu'on va braquer en fait, et c'est pas le but. On a besoin d'être tous ensemble, de faire passer le message d'une bonne manière pour que la société change positivement, et c'est surtout ça en fait. Donc évidemment parfois c'est un peu dur parce qu'il y a des gens qui veulent pas l'entendre, mais non, c'est vraiment ça l'idée. Et puis voilà, donc des petites choses comme ça, il y a même ça peut même être ludique avec les enfants. Moi je sais que c'est quand c'est en Australie, il y a plein d'initiatives où c'est Take 3 for the sea. Donc en fait t'es sur la plage et tu ramasses 3 déchets comme ça, et puis c'est vraiment plein de petites initiatives. Parce que l'écologie ne devrait pas être chiante, on devrait tous être concernés, ça devrait même pas être un parti politique, enfin bref, mais en fait on est tous concernés, et moi aussi si je fais ça je l'ai pas dit, mais c'est pour ma nièce actuellement qui a 10 ans, ma nièce que j'adore, que j'ai plus envie de la faire plonger, et en fait qu'elle voit moi ce que j'ai découvert. Tu puisses être un rôle modèle finalement. Ouais. Elle a hâte de voir des requins. Et c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qu'on veut laisser, parce que là elle a 10 ans, mais quand elle aura mon âge, qu'est-ce que ça va être? Donc c'est ça, et aujourd'hui il y a beaucoup de choses, il y a plein de solutions qui existent, faut pas l'oublier, il y a plein de solutions, c'est juste participer et mettre en place, et puis à tous les niveaux, et les entreprises ont un très grand rôle à jouer. Donc finalement, quand on est en recherche de sens ou quand on a une envie d'agir, on peut, à notre échelle, sans changer, de faire de grands changements, avec des petites actions, en partageant ces petites actions justement avec les autres, avec bienveillance, comme tu le dis, avoir déjà un impact. Oui. C'est que on parle beaucoup d'activistes, et je sais qu'il n'y a pas forcément énormément de personnes qui sont là à manifester, tout le monde n'a pas envie de faire ça, mais c'est important, il y a des gens qui le font, et ça apporte énormément de changements, et au moins rien que soutenir ça, partager sur les réseaux sociaux des posts, des initiatives comme ça, c'est hyper important, parce qu'en fait ça peut réellement changer les choses. Donc ça, il y a plein de manières, que ce soit physique, digital, financière, pas financière, avec son temps, plein de manières pour agir à notre échelle. Et nous mettrons dans les notes de cet épisode tous les détails concernant les différentes initiatives auxquelles tu participes. Juste une dernière question. Donc, tu nous as parlé de ton parcours, tu nous as parlé de comment t'en es arrivé à faire de la plongée, de l'apnée, comment t'en es arrivé à t'engager et être activiste finalement pour la protection des océans et des requins. Je sais qu'aujourd'hui, tu travailles aussi pour pour exploiter tes connaissances en apnée plutôt, pour devenir aussi coach, parce que ça fait partie de tes nouvelles qualifications, coach en respiration. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ça, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé? Oui, avec plaisir. C'est vrai que c'est grâce à l'apnée. Donc moi, l'apnée, en fait, ça me faisait énormément de bien. Après mes sessions d'apnée, j'étais très détendue, vraiment apaisée, et puis beaucoup plus de clarté aussi dans les prises de décision. Et donc je me suis dit, bon, il y a quelque chose, je vais creuser un peu. Et en fait, quand je me suis mis à creuser pourquoi, je me suis intéressée à la respiration beaucoup, parce que nous en apnée, on travaille beaucoup le diaphragme, qui est le muscle principal respiratoire, avec des respirations longues, profondes, pour la préparation de nos ventilations. Et donc en fait après je me suis dit bon, il y a quelque chose avec la respiration, et en creusant et bien fait on se rend compte que la respiration c'est la clé pour dans la gestion des émotions. Et c'est vrai que l'apnée c'est le sport ultime, c'est Stéphane qui le dit, pour en termes de gestion émotionnelle. Et c'est vrai, donc en fait, moi en expérimentant ça, après je me suis formée, j'ai lu beaucoup de livres sur la respiration, et je continue, parce qu'en fait sans cesse on apprend, et c'est fascinant de comprendre comment est-ce que le corps fonctionne, et donc du coup comment est-ce qu'on peut gérer nos émotions, nos
notre anxiété, nous faire face à tout ça grâce à la respiration et du coup en modulant. C'est vrai que la respiration c'est la seule fonction autonome qui nous permet sur laquelle on peut agir. Parce que la digestion et ça, tout ça c'est automatique et donc, du coup on peut pas agir dessus alors que la respiration oui. Et ça permet de tout faire changer en fait. On peut passer d'un état un peu plus d'anxiété en appliquant telle ou telle technique de respiration à un état beaucoup plus serein. Donc ça nous permet juste de mieux composer avec nos émotions qui normalement nous aurait plus mis dans un mode de ce qu'on appelle fight or flight, du tout combat. Donc en fait c'est vrai que c'est un outil incroyable, très 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 puissant pour gérer nos émotions et que j'ai envie de partager au-delà de l'apnée parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'aller sous l'eau. Donc je me dis, moi je voulais retrouver cet aspect de bien-être et de capacité, oui, tous ces effets positifs de l'apnée, les amener sur Terre au travers de la respiration et ensuite transmettre ça aux gens et après les amener un peu peut-être sous l'eau. Et évidemment mettre ça aussi en lien avec la conservation marine. Et si ça c'est un projet, oui. Donc plein de nouveaux projets, plein de projets en cours. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention, pour cet échange sur ton parcours qui est vraiment très inspirant. Je pense que plein de gens tireront plein de leçons et on suivra évidemment de très près ce qui va se passer avec la Commission européenne dans quelques mois. Et puis te souhaiter évidemment plein de réussite dans tes nouveaux projets. Quoi. Merci en tout cas. Merci à vous deux. Merci beaucoup Anne-Sophie, on était ravis de te recevoir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de vous présenter le parcours d'Anne-Sophie Moreau. Apnéiste, coach en respiration et défenseur des requins et des océans. Ce sont avant tout ces rencontres improbables, mais aussi son travail sur elle-même, qui ont permis ce changement de vie. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Flexitarien. Vous pouvez aussi commenter et partager cet épisode. Et enfin, n'oubliez pas, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. À bientôt. À bientôt, merci.